Bienvenue sur le ring, l'ODJ, TV Radio, Moustapha Srimi. Bonjour. Merci d'avoir accepté de monter sur un ring et de ne pas avoir enfilé les gants pour l'instant, mais en tout cas ça ne serait tardé je pense. Merci en tout cas à vous Moustapha Srimi, je rappelle professeur de droit et politologue pour un débat sur le ring, l'ODJ TV Radio qui est d'actualité, d'ailleurs d'actualité depuis très longtemps, puisque tout le monde parle d'un remaniement potentiel depuis au moins un an et demi, voire un petit peu plus. Je rappelle cette annonce qui avait été faite par cette rumeur qui avait circulé dans Jeune Afrique, c'était en août 2022 déjà, où cette idée de rumeur en tout cas avait commencé à circuler. Donc ça va s'est mis avec vous sur le ring de l'ODJ TV Radio, débat en 3 rondes thématiques. Première ronde, remaniement ministériel, pourquoi il n'y a toujours rien, avec un point d'interrogation. Deuxième ronde, un gouvernement remanié, ça serait pour faire quoi? Ça changerait quoi concrètement, avec un point d'interrogation. Et troisième ronde, on a vu cette dissolution qui était décidée par le président de la République française, Emmanuel Macron, donc dissolution parlementaire en France, une interrogation pour le Maroc. Parce que beaucoup considèrent qu'on risque de plonger dans l'inconnu, dans ce qui pourrait advenir en termes de carte politique et de nouveaux rapports de force politique dans l'Hexagone. Mais on démarre avec le premier round, remaniement ministériel. Pourquoi il n'y a rien et pourquoi il n'y a toujours rien, selon vous, Moustapha Srimi? Écoutez, pour ce qui est d'un remaniement du gouvernement, c'est à l'ordre du jour dès le lendemain de la formation de ce cabinet, en octobre 2021. Je vous rappelle que le chef du gouvernement investi avait déclaré, dans les semaines qui avaient suivi, qu'il y aurait un complément, si je puis dire, à la composition de son cabinet d'octobre 2021 avec la nomination de secrétaire d'État. Ça a été dit de manière explicite. Il n'y a pas eu donc de nomination secrétaire d'État. C'était prévu à l'époque pour janvier, février 2022. Ensuite, il y a maintenant l'actualité des derniers mois en tout cas, qui traduit donc cette idée qu'il faut revoir l'articulation de ce cabinet d'octobre 2021. Idée, rumeur ou information? Compte tenu que cette idée, en tout cas ce propos de ce mot évoqué de remaniement ministériel, est sorti de la bouche du chef de gouvernement. Oui, c'est pour ça que je ne fais pas crédit aux rumeurs, notamment les rumeurs sur les réseaux sociaux, qui sont des rumeurs fantaisistes. Mais y compris dans les médias aussi, il y a beaucoup de... malveillantes, de gens qui ne savent pas. Vous savez, l'histoire des remaniements présente ce trait particulier que l'on peut observer pour ce cabinet, pour tous d'ailleurs les précédents cabinets. Ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas. Nous en sommes là. Alors, nous avons des faits. Nous travaillons, vous et moi, sur des déclarations publiques, du chef du gouvernement actuel, Aziz Khanouch, qui avait dit, voici 2 mois, que c'était une question qui était à l'ordre du jour, et il avait dit, j'attends les réponses et les positions de mes alliés. Référence ayant été au PAM et à l'Istiqlal. Au parti de l'Istiqlal et au PAM. Référence le parti de l'Istiqlal, pourquoi? Parce qu'il y avait le congrès du parti de l'Istiqlal qui devait se tenir et qui devait mettre fin à une situation de division, en tout cas de tension. De division au sein de parti, division héritée d'ailleurs de la précédente direction. Et Nizar Baraka, sur ce plan-là, a déployé beaucoup d'efforts depuis son élection, donc en novembre 2017, pour tenir ce congrêt. Ce congrès s'est tenu avec retard, donc. Mais il a été élu à l'unanimité. Le PAM aussi a fait son congrès avec une direction collégiale, mais simplement. Pour ce qui est d'abord du parti de l'Istiqlal, donc maintenant il y a une direction stabilisée. Oui. Ce qui manque à ce parti, c'est la désignation des 30 membres du nouveau comité exécutif.
l'annonce de la nouvelle composition de cette instance est prévue et a été annoncée pour juillet. Début juillet. Début juillet. Si bien qu'il y a donc bien un agenda propre à ce parti qui fait que c'est difficile pour le chef du gouvernement. C'est difficile pour le chef du gouvernement donc de ne pas attendre ce calendrier-là. Ça, c'est pour le parti de l'Istiqlal. Juste là-dessus, est-ce que vous êtes en train, directement ou indirectement, d'imputer à l'Istiqlal qui n'a pas encore procédé au remaniement, ou en tout cas la nomination de son bureau politique, donc de ce comité exécutif, dans l'éventuel retard pris dans le remaniement annoncé? Oui, ça me paraît évident, puisqu'il s'agit pour le chef du gouvernement d'opérer le remaniement qu'il a annoncé, mais sur des bases d'un parti stabilisé qui a élu ses instances de direction, en l'occurrence le comité exécutif. Donc les organes en place. Pourquoi? Parce que c'est intéressant, le comité exécutif, parce que c'est quand même l'expression, la traduction d'un rapport de force au sein de ce parti, et c'est souhaitable d'un consensus, fût-il laborieux, autour de cette direction donc que serait le comité exécutif. Ça permettrait au secrétaire général du parti de l'Istiqlal de faire des propositions éventuelles de ministrables, mais sur des bases consensuelles, en tout cas relativement consensuelles. Donc avec une assise, et l'assise de la mise en place et l'installation de son comité exécutif, c'est-à-dire en clair le bureau politique du parti. Il faut pas, vous avez raison, il ne faut pas que, c'est-à-dire après tout on aurait pu penser que le secrétaire général d'Istiqlal, fort de la confiance renouvelée qu'il a eue lors de ce congrès, en étant élu, vous le savez, en étant le seul candidat et en étant élu de manière unanime, quasiment unanime, de dire, bon, j'ai les pouvoirs du secrétaire général, j'ai la confiance de mon parti, voici mes propositions pour le changement de la représentation de la formation au sein du cabinet. Ça n'a pas été le cas parce que ça serait considéré comme une mauvaise manière vis-à-vis des composants de son parti. Et c'est de bonne politique, me semble-t-il, qu'il y ait cet effort-là et ce délai donc accordé à ce parti pour faire ses propositions. Est-ce que ça veut dire, Moustapha Semi, si je suis votre raisonnement, donc l'engagement qui a été pris par le parti de l'Istiqlal de nommer son bureau politique, en l'occurrence son comité exécutif début juillet, ce qui fait qu'en fait nous sommes dans une séquence normale, parce qu'il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de rumeurs sur un remaniement ministériel imminent, mais ça ne pourra pas se faire avant début juillet, et l'installation et la nomination de celles et ceux qui feront partie du prochain comité exécutif du parti d'Istiqlal. C'est, me semble-t-il, une contrainte qu'il faut gérer. Et c'est une contrainte qu'il faut gérer parce que les changements éventuels dans la représentation du parti d'Istiqlal au sein du cabinet remanié doivent tenir compte d'un certain nombre de courants au sein du parti d'Istiqlal. En gros, il y a deux grands courants et c'est tout à fait normal qu'il y ait donc la représentation de chacun de ces deux courants. Est-ce que ça veut dire, Moustapha Semi, que donc du coup, si remaniement ministériel il y a ou il y aurait, ça serait du coup début juillet? Dans la foulée. C'est l'hypothèse la plus probable, c'est-à-dire qu'il faut maintenant travailler comme observateurs, vous et moi, sur début juillet pour qu'enfin il y ait donc ce réaménagement et ce remaniement du gouvernement qui est attendu. Autre élément, c'est le parti de l'authenticité et de la modernité, le PAM, c'est aussi problématique. Pourquoi? Parce que le secrétaire général du PAM, jusqu'à il y a 2 mois, était Abdelatif Wahhabi. Oui. Or, ce secrétaire général n'a pas jugé utile de se représenter pour un nouveau mandat, ce qui est quand même inédit. J'en tire cette conclusion qu'il a estimé qu'il n'était pas en situation de solliciter un nouveau mandat. Ça me fait penser d'ailleurs à toute chose égale par ailleurs, à ce qu'avait déclaré le président Hollande quand il était venu en décembre de 2021 dire je ne suis pas en mesure de me représenter. Donc c'était en décembre 2017 plus exactement. C'était avant les élections.
Et donc voilà une situation qui est intéressante. Un secrétaire général sortant qui dit « je ne suis pas en mesure de solliciter un deuxième mandat ». Mais en même temps, il est ministre de la Justice. Est-ce que du coup, d'ailleurs, Fatima Zahra Mansouri a réagi dans le cadre d'une interview chez nos confrères de Média 24 là-dessus. Est-ce que Abdelatif Ouabi, ex-secrétaire général du PAM, ministre en charge de la justice, est-ce qu'il pourrait être reconduit dans l'hypothèse d'un remaniement? Dans sa réponse, on a bien vu que c'était pas du tout une option, une hypothèse à exclure. Oui, parce que ça pose un problème de légitimité. Vous avez été ministre parce que vous êtes responsable d'un parti qui a été l'une des composantes de la nouvelle majorité formée en octobre 2021. Vous n'êtes plus secrétaire général de ce parti et vous n'êtes plus secrétaire général de ce parti du fait que vous estimez que vous n'êtes plus en mesure de solliciter un second mandat. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous considérez que vous n'êtes plus en capacité donc de représenter les intérêts de ce parti. Alors c'est difficile, pourquoi je parle de légitimité? Parce que s'il était maintenu, ce qui est une hypothèse qui n'est pas écartée, ça voudrait dire qu'un secrétaire général d'un parti qui n'a plus de mandat donc au sein de ce parti, puisqu'il lui-même décroche des responsabilités de premier plan, continue à exercer des fonctions dans un département régalien. Mais il a toujours mandat dans ce parti, même sans être secrétaire général, mais il fait toujours partie du PAM. Il n'a pas démissionné du PAM. Il n'a pas démissionné du PAM. Oui, démissionné du PAM, mais il y a un problème de représentation et de légitimité. Vous dites ça parce que ça ne s'est jamais produit, il n'y a pas de précédent au Maroc? Il n'y a pas de cas. Jusqu'à plus ample informé, il n'y a pas de cas où un secrétaire général de parti, membre d'un gouvernement, ne se représente pas et reste dans ce gouvernement. J'ajoute que Abdelatif Ouabi a un argument pour dire qu'il va rester. D'ailleurs, il l'a dit, je vais rester. Moi, j'ai une déclaration qu'il a faite il y a 3 semaines. Il a dit, je reste au gouvernement pour continuer les chantiers de réforme, notamment pour ce qui est la réforme du code pénal, de la famille, le code pénal, etc. Évidemment, ça pose le problème de la crédibilité de son action de ministre réformateur, alors que politiquement, il a été sanctionné et mis en équation. Donc en tout cas pour Moustapha Saimi, en termes de projection, pour celles et ceux qui se posent beaucoup de questions depuis plusieurs semaines et surtout plusieurs mois, si remaniement ministériel il y a, ça ne sera pas avant début juillet, lorsque le comité exécutif du Parti de l'Istiqlal, qui est une des composantes de ce gouvernement, sera mis en place et que les membres seront nommés. Deuxième round, si on part dans la perspective d'un remaniement en début juillet prochain, pour faire quoi? Beaucoup s'interrogent en se disant, voilà, qu'est-ce que ça changerait si effectivement demain, il y a un remaniement ministériel qui était effectué? Ce qu'on peut dire d'abord aussi pour commencer, c'est que l'option du RNI avec ses deux alliés, Istiqlal et PAM, serait maintenue. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a, vous le savez, toutes les gesticulations et du côté de l'USFP, de l'USFP, qui sont de deux ordres. Soit faire une offre de service en disant, je cite Driss Lashgar, la place de l'USFP au sein du gouvernement pour faire les réformes, premier discours. Deuxième discours, comme il voit que ça ne donne rien, etc., c'est un discours de critique maximaliste. Et ça, c'est un discours d'apparatchik, on est bien d'accord. Oui, il y a des enjeux d'apparatchik. C'est par rapport aux citoyennes et aux citoyens qui ont des attentes précises. Je n'ai pas à reprendre cette qualification. D'apparatchik, parce que ça touche la personne, moi ça ne me concerne Non, ça ne touche pas du tout la personne, ça touche tout un écosystème en fait d'entente entre partis politiques et qui parfois est éloigné des citoyens. C'est le fait que la formation socialiste est pratiquement inconsolable en se retrouvant dans l'opposition. Et c'est une situation donc qui est mal gérée. Et il y a eu toutes les ouvertures faites par ce parti en direction donc du chef du gouvernement de deux manières. Soit, je vous l'ai dit, en faisant des ordres de service, soit en multipliant les critiques pour exprimer la capacité de nuisance.
C'est-à-dire qu'il vaut mieux que je sois dans le gouvernement, sinon je vais continuer à vous interpeller. D'autant que dans le champ de l'opposition, il y a un autre parti qui se distingue par une critique en règle PPS. De tout ce que fait ce cabinet, c'est en l'occurrence le PPS de Mohamed Nabil Belala. Qui lui n'est pas candidat éventuellement à un remaniement ministériel, on l'a bien compris. Et qui a une position cohérente. Il dit nous sommes dans l'opposition et nous avons des propositions alternatives. Donc pour vous, Moustapha Seymi, sur gouvernement et remanié dans les prochaines... Donc à partir de début juillet, ça sera avec les 3 composantes de la majorité gouvernementale qui est en place depuis octobre 2021. Donc il n'y aura pas de nouveaux partis, de nouveaux entrants, on est bien d'accord. Mais la question qui se pose, c'est pour changer quoi? Alors, je vous interroge là-dessus. Vous m'avez posé parce que le chef de gouvernement, Ezzat Hnouch, a déjà réagi là-dessus en disant que les choix et les orientations socio-économiques qui ont été prises et mises en place depuis 2021 ne changeront pas. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de changement de cap en matière de politique publique, économique et sociale. Je vais vous répondre sur plusieurs points. Premier point, un changement d'un remaniement n'a de sens que s'il s'inscrit dans une refonte de la structure gouvernementale actuelle. C'est-à-dire revoir les portefeuilles, la distribution des portefeuilles, des nouveaux blocs. C'est-à-dire qu'il y a actuellement des départements, il y a des ministères où il y a 3-4 départements. Et donc, on voit la difficulté pour les titulaires à exercer la plénitude de leurs attributions dans un certain nombre de secteurs. Et donc, tout ça doit être remis sur la table. Vous pensez à quel type de portefeuille ministériel, par exemple? Je sais pas. Ministère de la culture, de la communication, de la jeunesse, le ministère des sports qui est rattaché au ministère de l'Éducation nationale. Je pense à d'autres départements aussi. Tout ça a été fait et doit être revu et corrigé. Pourquoi? Il faut revenir à la formule de pôle, parce que c'est ça qui est structurant, qui est mobilisateur. Un pôle économique, un pôle social, un pôle de financier, sans parler des autres secteurs, d'éducation, etc. Je crois qu'il faut qu'on arrive à c'est-à-dire dissocier l'éducation du sport, dissocier les... Oui, et à ce moment-là, avec des secrétaires d'État. Mais il faut qu'il y ait des chefs de file, de secteurs et de départements ministériels, parce qu'un pôle, ça donne de la visibilité, ça permet de conjuguer les efforts, les initiatives, et ça donne de la crédibilité à ce que vous faites. Ça implique évidemment un leadership, parce que pour diriger un pôle, il faut un leadership. Premier élément. Deuxième élément, après la réforme de la structure donc une reconfiguration de l'architecture gouvernementale. De la structure gouvernementale actuelle qui n'est pas opérante. Deuxième considération, c'est le fait qu'il faudra des secrétaires d'État. Il faudra des secrétaires d'État, donc délégués auprès des responsables ministériels. Est-ce que plus de secrétaires d'État, c'est-à-dire plus un gouvernement remanié, où il y aura un gouvernement avec plus de monde, on est bien d'accord? Oui, mais je fais une différence, c'est-à-dire des secrétaires d'État qui n'assisteraient pas au conseil de ministres, qui n'assisteraient pas non plus au conseil du gouvernement présidé par le chef du gouvernement. Il faut arriver à une formule restreinte d'un gouvernement où il y a 10, 12 ministres, indépendamment des départements régaliens, etc. Tout en gardant la même politique. Parce que là, le chef de gouvernement, c'est le troisième niveau, c'est la même politique. Je ne suis pas sûr qu'il faille garder la même politique. Le chef du gouvernement fait référence à la continuité des options stratégiques. Oui, évidemment. Ce sont des options stratégiques. C'est quoi? C'est l'État social, c'est la protection sociale, c'est la promotion de l'investissement, c'est une politique de promotion de l'emploi, c'est la déconcentration, la décentralisation, etc. Sans aucune évaluation à ce jour. Oui, sur l'efficacité de toutes ces politiques qui ont été menées. Est-ce que remaniement ministériel... Oui, à la continuité d'un certain nombre d'options stratégiques. En revanche, il y a beaucoup d'interpellations à faire sur la déclinaison de ces axes stratégiques en termes de politique publique. Je peux vous citer un certain nombre de secteurs où les politiques publiques ne suivent pas, les options stratégiques, et ça c'est extrêmement important. Je vais vous donner un exemple. Oui. Je vais vous donner un exemple. Sa Majesté le Roi a insisté en 2020 dans 3 discours. Discours du trône du 29 octobre 2020, plus discours au Parlement du 9 octobre 2020, plus un conseil des ministres quelques jours après octobre 2020, sur la réforme de l'actionnariat de l'État. Du capital public. Oui, du capital public. Eh bien, nous en sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire 4 ans après, pas grand-chose, pas de grandes avancées. Pourquoi? Il manque 4 lois.
Il y a 4 lois, il y a une loi cadre qui a été votée en 2020. Mais la loi cadre définit des grands principes. Il reste, il y a des orientations stratégiques qui a été rappelées lors du Conseil des ministres présidé par le souverain le 1er juin courant, vous le savez. Il manque le dispositif législatif et réglementaire. Il y a 4 lois qui manquent, qui sont en cours de finalisation. Il y a 5 décrets qui sont l'application de ces lois et nous en sommes là. Ça, c'est le terrain juridique, mais on l'a bien vu, là, les chiffres depuis 2 ans en termes de chômage se détériorent. Ce gouvernement passe de record en record en matière d'emploi et de chômage. Il y a même eu le chef de gouvernement qui s'est exprimé, d'ailleurs au Parlement, en début de semaine, dans le cadre des questions orales. Et il a, a priori, loin, très loin, d'avoir été convaincant. Les Marocains et les Marocaines l'attendent essentiellement sur des choses qui touchent à l'économie, à la création de richesses et à la question de l'emploi pour les actifs actuels et qui sont inactifs et pour les nouvelles générations. C'est-à-dire aujourd'hui un remaniement éventuel et potentiel début juillet, remanié pour faire quoi? Est-ce qu'il y a nécessairement, selon vous, la nécessité, pour ne pas dire l'urgence, de revoir le casting à hauteur de 30, 40, voire 50% de l'exécutif actuel? C'est-à-dire des femmes et des hommes qui, dites même s'il y a une nouvelle architecture demain, mais il va falloir trouver les bons profils, les bonnes compétences et qui sont dans l'efficacité. Je vais être d'un avis différent, si vous le permettez. Indépendamment du casting, il y a une autre question. Vous savez, prenez ce gouvernement. Prenez ce gouvernement, vous prenez individuellement les CV de la majorité des ministres, ce sont d'excellents CV. On juge et on évalue un ministre en fonction de son CV. Est-ce qu'on est-ce qu'on met une note à un ministre en fonction de son CV ou de sa capacité à avoir des résultats? Je n'ai pas fini ma phrase. Allez-y, Moustapha Semi, bien sûr. Donc, si vous prenez les CV, c'est d'excellents CV. Ma phrase que j'allais poursuivre, c'est que l'addition de CV ne fait pas une bonne politique. Nous sommes arrivés à cette conclusion. Une bonne politique ou ne fait pas un bon ministre? Non, ça ne fait pas une bonne politique. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut une capacité réformatrice. Et la capacité réformatrice, c'est ça qui différencie le bon ministre du ministre qui n'est pas à la hauteur. Même si on est sur un ring de boxe, je vais demander à Moustapha Simi de se jeter un petit peu à l'eau. Je sais que ça ne vous fait pas peur, même si vous n'avez pas pris votre maillot de bain, forcément. Est-ce que pour vous, il y a des ministres aujourd'hui qui sont sur la sellette? Lorsque le remaniement va se produire. Je ne vais pas citer de nom, mais il est bien évident. Pourquoi vous n'allez pas citer de nom? Parce que c'est pas l'usage, il n'appartient pas. C'est pas votre protocole? Non, ça ne fait pas partie de mon protocole professionnel, mais il est bien évident qu'il y a 2 catégories de ministres qui seraient sur la liste de départ. Il y a ceux qui veulent partir. On le dit pas. Et oui, il y a ceux qui veulent partir. C'est beaucoup de rumeurs aussi. Non, mais ça c'est des faits, on le sait par des informations. Mais c'est de la rumeur, c'est pas de l'information, c'est de la rumeur. Oui, mais recoupé tout de même, c'est pas. Il y a d'ailleurs ministres hommes et femmes, c'est intéressant, qui estiment que ils ont fait ce qu'ils ont pu et que finalement ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse plus. Ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires, ceux-là. Ils sont 4, à peu près 4. Donc 4 sur 25, 26. Voilà, qui souhaitent revenir au secteur privé où ils étaient d'ailleurs, etc., ne serait-ce que pour des raisons matérielles et ceux de tranquillité. Et pour des raisons de tranquillité, de quiétude, parce que... De vie privée. De vie privée, de vie professionnelle, de vie familiale, etc. Il y a un autre lot de 4 ministres aussi, à peu près, qui manifestement ont eu un parcours qui n'est pas probant, qui n'ont pas de visibilité, qui n'ont pas su engager les réformes qu'il fallait. Donc on parle dans le secteur privé, d'ailleurs dans le monde du travail, de l'incompétence avérée. Ça n'est pas incompétence avérée. Non, ça n'est pas de l'incompétence. Non, c'est quoi? C'est une inadéquation par rapport au poste. C'est le profil pas adapté à la fonction, c'est ça? Voilà, le profil avec un excellent CV, j'y reviens, n'est pas adapté à la fonction. Pourquoi? Parce que ministre, c'est un poste politique. Et c'est là un nom là-dessus? Non, je ne peux pas. Toujours pas de nom. Non. Ce que je puis vous dire, c'est ça mon idée principale. Moi, je plaide toujours dans ce sens-là. Il faut qu'on passe d'une séquence de gestion technocratique ou prétendument technocratique à une gestion politique. Je crois que ce qui manque à ce cabinet, c'est le fait qu'il y a une dimension politique qui manque, dimension politique. Pourquoi? Pour expliquer ce qui est fait
pour expliquer où l'on va et expliquer les mesures de nature à traiter l'adhésion des citoyens. Ça, c'est le job et la mission d'un chef de gouvernement, celui qui pilote un gouvernement. Mais je vais préciser, mon ami, si vous permettez. On ne peut pas se contenter de ceci, dire les hautes orientations, Sa Majesté le Roi. Ouais. Les hautes orientations de Sa Majesté le Roi sont connues, elles sont définies au plan public et national, elles sont connues de tous les Marocains. Ce qu'on attend de ce gouvernement, c'est pas tout le temps la référence aux hautes orientations royales qui sont connues, c'est la traduction de ces orientations royales en mesures opératoires. Et ça n'est pas le cas. On est à moins de 2 ans, on va passer au 3e round, en moins de 2 ans de la tenue des prochaines élections législatives. On est en 2024, mi-2024. Élections législatives à venir mi-2026, donc on est grosso modo sur à peu près 2 ans. Est-ce que ça vaut le coup de remanier? C'est exactement ce que je voulais. Ou est-ce que la situation peut être tenable par l'exécutif avec la nomination du secrétaire d'État? Un éventuel remaniement du gouvernement en juillet pose un certain nombre de problèmes. Pourquoi? Parce que les nouveaux nommés vont se retrouver face à une loi de finances qu'ils n'ont pas validée. C'est la loi de finances 2024. Et il n'y aura pas de loi de finances rectificative. Ils vont se retrouver donc au mois fin juillet, début août, dès les premières semaines, donc, avec une note de cadrage du chef du gouvernement avec des priorités. Et donc, s'ils peuvent imprimer de quelque manière que ce soit la politique dans leurs départements respectifs, ça va se traduire par le projet de loi de finances 2025 et donc la prochaine loi de finances 2025. C'est-à-dire la seule fenêtre d'opportunité de réforme, c'est la loi de finances 2025. Est-ce que l'économie, une croissance économique se fait sur la base d'une loi de finances ou elle se fait par une vision et par des actions plutôt qu'une loi de finances qui est là, qui cadre simplement la distribution d'un budget par ministère? La loi de finances est le texte le plus important de l'année. Parce que c'est la loi de finances qui permet de prioriser certains nombre de secteurs, d'accorder des avantages ou pas, de mobiliser des allocations de ressources, etc. C'est le texte le plus important de la vie parlementaire, de la vie nationale. Maintenant, il y a autre chose, c'est le climat. Il faut créer un climat de confiance. Climat de confiance, ça implique que ce cabinet bénéficie du soutien de l'opinion publique et si possible de l'adhésion. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? C'est pas le cas. Dernière question, on va passer au troisième. On va passer au troisième round. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le tableau qui est fait actuellement de la situation actuelle fait que le taux de confiance des ménages est extrêmement bas, il est de 42%. C'est le chiffre le plus bas depuis 2018. Et donc il faut de la confiance. Est-ce que ça veut dire aussi, alors là du coup vous allez devoir vous jeter à l'eau, même sans maillot de bain ou avec votre maillot de bain, je ne sais pas si vous en portez un d'ailleurs là sur ce ring, est-ce que le problème et la solution est le chef de gouvernement dans la perspective d'un remaniement ministériel? Est-ce que le problème et la solution en même temps est incarné par le chef de gouvernement? Vous dites pour restaurer un climat de confiance, pour redonner espoir, pour redonner un coup de volant aussi aux politiques économiques. On a un agenda. On a un agenda auquel est attaché le souverain, vous le savez, c'est le respect de l'agenda calendrier électoral. Il y a un cabinet qui a été investi en octobre 2021. Ce cabinet, normalement, il a une mandature de 5 ans qui correspond donc au mandat de la Chambre des représentants. Donc il n'y aura pas de chef de gouvernement remanié, c'est ça que tu es en train de dire? Non. Pas de remaniement avec Non. Voilà. C'est-à-dire, voilà la position de principe. Cela dit, c'est dans une situation d'exception. Il n'est pas exclu que Sa Majesté puisse de changer de chef du gouvernement s'il y a une situation telle que ça soit justifié. En tout cas, maintenant, le dernier point, si vous le permettez, la difficulté de ce cabinet, c'est de retrouver la confiance, de reprioriser la politique. Moi, ce qui me frappe dans l'action de ce cabinet depuis 3 ans, c'est la stérilisation du périmètre politique et de la sphère politique. Il n'y a pas de réforme pour ce qui est des droits de l'homme, il n'y a pas de réforme pour les avancées démocratiques, il n'y a pas de réforme pour une nouvelle génération de réformes institutionnelles et politiques. Et donc ce gouvernement s'est limité à une gestion technocratique, aux résultats d'ailleurs discutables,
en mettant en équation la vie politique et la dynamique politique. Troisième round, Moustapha Seymi. Alors, je sais pas, la France n'a pas non plus décrété l'état d'exception avec la prise de parole dimanche soir qui n'était pas attendue et qui a été vécue comme un séisme. En tout cas, c'est ce qui ressort des prises de parole au niveau de l'Hexagone et de la France suite à la décision prise par le président français de dissoudre l'Assemblée nationale et d'ailleurs de prévoir des élections législatives anticipées à la fin du mois. Troisième round, comme thématique du coup, dissolution parlementaire en France, une interrogation pour le Maroc. Point d'interrogation, compte tenu que selon les différentes projections, le parti dit d'extrême droite, Rassemblement national, devrait ou pourrait en tout cas se rapprocher du pouvoir. Et de Matignon, est-ce que là-dessus, aujourd'hui, la configuration change ou pourrait changer, sachant qu'il y a un réchauffement des relations entre les deux pays qui a été annoncé et amorcé il y a déjà plusieurs semaines. Est-ce que là, il pourrait y avoir un ralentissement, un coup de froid, une réorientation? Vous avez raison de le relever. Ce qui est sûr, c'est que la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Macron a été quand même un grand séisme politique en France et à l'international. Et en Europe également. Et en Europe internationale. Alors, tout dépend de ce qui va sortir des urnes le 5 juillet. C'est-à-dire le deuxième tour des législatives, c'est-à-dire dans moins de 4 semaines. Ce qui paraît se dessiner, c'est que le Rassemblement national et ses alliés, et notamment ceux qui sont dans la mouvance d'extrême droite, etc., ont une chance à tout le moins d'avoir une majorité relative. Complètement. La majorité absolue étant de 289 sièges sur 577. L'autre option, c'est qu'il est possible qu'ils aient la majorité, le Rassemblement national, avec donc ses alliés, puisqu'ils sont en train de récupérer Marion Maréchal, plus d'autres groupes, etc. Peut-être aussi le ralliement du côté des Républicains, avec le ralliement d'Éric Ciotti, vous le savez, qui est président des LR. Donc nous sommes sur deux options. Soit une majorité relative et des alliés, un allié au moins, soit une majorité absolue. En tout état de cause, face à cette situation-là, évidemment, se posera pour nous, au Maroc, une interrogation majeure. Laquelle? Premièrement, la préservation de la qualité des relations bilatérales, partenariat d'exception, privilégiés, etc. Est-ce que ça pourrait être préservé? Est-ce que ça pourrait être préservé? Oui. Après 2 années de tension et un processus de normalisation et de réchauffement attesté par la visite de plusieurs ministres, etc., avec d'autres ministres qui étaient prévus. Ça, c'est une première interrogation. Dans le Premier ministre qui était prévu d'ailleurs début juillet. Ouais. Deuxième interrogation, qu'en sera-t-il de la question nationale? Question nationale. Intégrité territoriale. De la cause nationale. Le Maroc attend, vous le savez, plus que les gestes qui ont été faits par Paris dans sa diplomatie. Notamment le fait que l'ambassadeur français aux Nations Unies en octobre dernier avait dit qu'il faut avancer, soutient donc au plan d'autonomie, au plan des Nations Unies, et il faut avancer. Les déclarations d'un certain nombre de ministres, dont l'autorisation donnée par l'État français à la représentation et à des investissements dans le sud du pays, notamment par l'AFD, l'Agence française de développement et d'autres, etc. Donc il y a là des petits pas. Le Maroc attend plus, c'est-à-dire un alignement de Paris sur la position de l'Espagne, de l'Allemagne et en particulier. Si le Rassemblement national, là on est vraiment sur la projection, arrive à avoir ou une majorité relative ou une majorité absolue, c'est-à-dire une cohabitation pour le président Macron, est-ce que ça peut remettre en question tout ce qui a été mis en place et tout ce qui a été amorcé ces dernières semaines? Est-ce que ça peut donner lieu à une nouvelle relation, un nouveau format de relation? Je formule, je vois ce que vous voulez dire. Un ralentissement dans ce qui a été pris? Je formule l'hypothèse qu'il y aura préservation des acquis et des avancées enregistrées, fussent-elles relatives, sur la question nationale et sur la nécessité d'un réchauffement et d'un partenariat très étroit dans les pays. Je pense que ça sera préservé.
La difficulté maintenant va être haute, c'est-à-dire les mesures qui vont être prises en interne en France pour ce qui est de la question migratoire. Et de la sécurité et l'immigration avec des accords de réadmission qui nous seront imposés. Est-ce que là, du coup, on peut avoir... Non, mais imposés, c'est-à-dire qui voudront être imposés par le pouvoir... C'est pour ça que j'ai laissé ce dossier in fine. C'était aussi ça qui est à l'origine de la fâcherie aussi. C'est un élément de polarisation et d'un élément contentieux potentiel dans les relations bilatérales, notamment le traitement de notre communauté marocaine à l'étranger en France, le problème de la situation irrégulière d'un certain nombre d'entre eux, le problème des enfants à identifier, les mineurs. Des mineurs, et le problème des conditions de rapatriement, de réadmission. Sur ce plan-là, vous savez, le Maroc a des positions de principe qui sont celles-ci. C'est à l'Europe d'assurer la sécurité de ses frontières. Nous ne sommes pas les gendarmes de la sécurité frontalière des pays européens. On a connu un épisode douloureux concernant le fait de toute la politique d'octroi de visa. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi, dans l'hypothèse où le Rassemblement national cohabite avec le président Macron jusqu'en 2027, à ce que cet épisode compliqué, difficile et douloureux revienne au goût du jour? Vous avez raison de le relever. Le plus difficile, ça a été les mesures prises en septembre 2021 pour la réduction. C'est-à-dire, c'est la fin d'un tabou. C'est-à-dire qu'il y avait des accords, etc. Donc la décision a été prise, elle a mis 2 ans pour être normalisée, pour revenir à une situation à peu près équilibrée. Maintenant, les nouvelles autorités françaises seront tentées, évidemment, en cas de position non conforme à ce qu'elles souhaitent pour ce qui est de la question migratoire, prendre des mesures de rétorsion. Plus encore, ils envisagent même de prendre des mesures pour réguler et contrôler les transferts financiers de notre communauté, donc vers le Maroc, ça a été dit, etc. C'est dédié, assumé politiquement par les membres du Rassemblement national. En dernière instance, les intérêts supérieurs de l'État français l'emportent sur des considérations populistes, démagogiques, qui sont propres à des courants. Dernière petite question, Moustapha Assimi, selon vous, est-ce que le Rassemblement national, pour la première fois d'ailleurs dans l'histoire, parce que vous êtes un fin connaisseur de la politique et de l'histoire politique de notre pays, le Maroc, mais vous êtes aussi un fin connaisseur de la politique française. La France n'a jamais eu un gouvernement dirigé par l'extrême droite. Et ce coup-ci, en 2024, ils n'ont jamais été aussi proches que d'être dirigés par un parti politique d'extrême droite, même s'ils ne revendiquent pas le fait d'être d'extrême droite. Est-ce que pour vous, il y a effectivement, devrait y avoir quelque chose d'inédit qui pourrait se produire en France avec l'extrême droite qui arrive au pouvoir dans l'Hexagone? Oui, c'est la création d'un climat islamophobe accentué. C'est la victimisation des communautés immigrées marocaines et autres, etc., comme porteuses de tous les maux de la société française. Et puis c'est un climat de xénophobie, raciste, il faut le dire, etc., donc qui est préoccupant et qui est de nature à porter atteinte à l'image de la France dans le monde, mais aussi aux positions diplomatiques de la France en Europe et ailleurs. Et y compris dans notre région, l'Afrique du Nord et l'Afrique par extension. Tout à fait. Merci infiniment. Vous étiez beaucoup plus engagé à vous mettre à l'eau concernant ce qui pourrait se produire en termes de configuration politique dans l'Hexagone que... Parce que c'est plus maîtrisable. Savoir si remaniement ministériel il y aurait, selon vous, début juillet, une fois que le comité exécutif du parti de l'Istiqlal sera installé. Et vous avez également dit que ce qui ne s'est jamais produit chez nous, là en l'occurrence, c'est qu'un chef de gouvernement soit remanié. On remanie un gouvernement, mais on n'a jamais remanié un chef de gouvernement. Ça vous va? C'est arrivé. C'est arrivé? C'est arrivé dans l'histoire. C'est arrivé dans l'histoire où le chef du gouvernement n'a pas fait la mandature de la Chambre des représentants. Mais dans la configuration dans laquelle nous sommes aujourd'hui, non. Dans la configuration du nouveau règne, Sa Majesté le Roi est attaché au respect de calendrier électoral, et je crois que c'est important. Merci infiniment à vous. En tout cas, Moustapha Assimi, professeur de droit et politologue. Merci à vous. Vous mettez pas le gant? Voilà, on va finir par mettre le gant. C'est un bon ring en 3 rounds thématiques.
Maintenant, je vais achever le boulot. Voilà, et c'est là-bas que ça se passe. Cette émission est produite par l'ODJ Média en partenariat avec R212, la web radio de la diaspora marocaine. Vous pouvez la retrouver en replay sur la web radio TV Echo, Indeco, mais aussi en VOD et l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines émissions.